l'Euphrate au sud-est de la Turquie, tel qu'en sa légende. Source de vie et de fertilité depuis des temps immémoriaux, le fleuve éternel poursuit impavide son voyage vers la Mésopotamie. C'est là, au bord de l'Euphrate, que commence cette histoire. En 323 avant Jésus-Christ, les généraux d'Alexandre se partagent son empire. Séleucos Ier fonde sa dynastie, celle des Séleucides, installe sa capitale, Antioche, et crée Zeugma, devenue sous l'occupation romaine une des principales cités de la Méditerranée. Les fouilles ponctuelles effectuées çà et là depuis 25 ans en avaient très vite donné la mesure. De grandes nécropoles surpeuplées, superbement décorées, témoignaient de la taille et du rang de cette ville, dont l'occupation s'étendit de sa fondation vers 300 avant Jésus-Christ jusqu'à l'arrivée des croisés au XIe siècle de notre ère. Depuis, dissimulé sous des mètres de terre, Zeugma semblait attendre patiemment son heure, quand la construction d'un barrage à 500 mètres en aval sonna brusquement le réveil. En 1994, l'archéologue David Kennedy lance un cri d'alarme. Quand les travaux du barrage de Bir Etchik seront achevés, la vieille cité de Zeugma disparaîtra à jamais sous les eaux du lac de retenue. Les fouilles commencent dès l'année suivante, sous la direction de Catherine Abadi-Rénal. Dans la précipitation, des noms, des visages, des trésors de mémoire se bousculent à la lumière. Comme des sauveteurs confrontés à une catastrophe imminente, les archéologues ne disposent que de 4 années pour leur porter secours. Écrasé par la silhouette gigantesque du barrage, Belkis est un village en sursis. Dans 6 mois, il sera englouti. En cet automne 1999, la mission d'urgence composée de scientifiques turcs et français vient d'y installer son camp de base pour sa 4e et ultime campagne de fouilles. Archéologues, épigraphistes, géophysiciens, topographes se lancent dans la dernière ligne droite. Dans l'Antiquité, Zeugma réunissait 2 cités jumelles situées de chaque côté de l'Euphrate. Séleucie, implantée sur les collines de la rive droite, et Apamée, dans la plaine d'en face. Priorité est évidemment donnée aux parties du site qui seront immergées. Apamée dans sa totalité et Séleucie pour le 5e de sa superficie. La mission s'est ainsi organisée en 2 équipes. Conduite par Justine Gabory, la première rejoint le site d'Apamée en traversant le fleuve à l'endroit où jadis se situait le pont, probablement un simple pont de bateau, qui fit la fortune de la ville et lui donna son nom. En grec, Zeugma signifie en effet le lien ou le pont. Située au carrefour des plus grandes routes commerciales entre l'Orient et l'Occident, Zeugma reliait la Méditerranée à la Mésopotamie et l'Asie. D'Apamée, une route menait à l'ouest vers l'Iran, puis la Chine. Une autre au sud conduisait en Inde. La fameuse route de la soie traversait ainsi l'Euphrate à Zeugma. Comme toutes les villes conçues sur le modèle hellénistique, Apamée était entourée d'un mur d'enceinte dont les archéologues ont mis au jour de nombreux fragments. Témoignage du génie des Grecs, la perfection de ces murs, dont les blocs polygonaux s'ajustent parfaitement sans aucun mortier, est encore visible aujourd'hui. Quand les colons macédoniens s'installent, ils font des remparts très résistants. Et sur tout l'empire séleucide, on a, le long des rives de l'Euphrate, des villes avec des remparts
impressionnant pour tenir le territoire. Ici, ils ont dû construire un mur d'autant plus puissant, d'autant plus résistant qu'ils étaient en plaine, c'est-à-dire une position faible. Et c'est pour ça que ces remparts doivent être très très soignés. Ils n'ont pas taillé droit parce que ça permet, si jamais il y a une attaque avec les catapultes, ça permet à la surface seulement d'éclater tout en laissant le mur debout. L'intérêt de ces fragments de remparts n'est pas seulement dans ce qu'ils nous apprennent des techniques antiques. Morceau par morceau, ce sont les contours de la ville qu'ils pourraient révéler. Pour Gérard Thébault, le topographe du site, il s'agit d'ouvrir l'œil en quête du moindre indice. Parfois, c'est juste un caillou qui attire son regard et nécessite une vérification immédiate. Chaque fragment de mur mis au jour est reporté sur un plan comme autant de pièces de puzzle. Ici, les vestiges d'une tour circulaire. Là, un angle droit, sans doute celui d'une tour rectangulaire. Tiens, ce sont probablement des blocs de réemploi, de réutilisation. Aux difficultés naturelles de la recherche vient s'ajouter l'intervention des hommes qui ont parfois réutilisé les pierres du mur pour d'autres usages. La prospection se déroule en effet sur des terres agricoles que les propriétaires vont devoir bientôt quitter. Malgré la tension et la détresse des habitants, les archéologues ont pu apprécier leur hospitalité. Bien accueillis, ils ont même bénéficié d'informations particulièrement intéressantes. Ces renseignements, immédiatement traités, ont parfois permis de gagner ce qui manque le plus sur les fouilles d'urgence, le temps. On est dans un puits moderne qui nous permet d'observer la face du rempart. Et c'est une chance pour nous, car il n'y a pas eu besoin de fouiller pour accéder à ça. C'est un rempart qui est très long, qui est très costaud. Hein, il fait 3,50 m d'épaisseur, donc c'est quelque chose de fort au niveau défensif. Ça montre effectivement qu'il entourait une ville très importante. Les informations éparses recueillies sur le terrain sont bientôt regroupées pour tenter de saisir la physionomie de la ville d'Apamée avant que ses vestiges ne soient définitivement engloutis. Sur le papier, les fragments retrouvés sont reliés entre eux afin d'établir le tracé de l'enceinte dont la sophistication surprend le topographe. Témoin de l'art des fortifications de la période hellénistique, un rempart en chevron, qui ne laissait aucun angle mort, ponctué de tours rectangulaires, finit par se dessiner. Apamée s'étendait ici sur 36 hectares, entourée de sa muraille, longue de plus de 3000 mètres. Mais qu'y avait-il à l'intérieur de ces murs? Pour le savoir, la mission a fait appel à deux géophysiciens, Albert Hess et Christophe Bénèche, qui vont mettre en œuvre une technique de prospection magnétique adaptée de la recherche pétrolière ou de minerais. Albert Hess est un pionnier de ces méthodes d'investigation archéologique. Le champ magnétique terrestre, que nous connaissons tous parce que c'est lui qui oriente nos boussoles, est susceptible d'être perturbé par des matériaux magnétiques qui sont dans le sous-sol, et ces matériaux sont ceux qui constituent les vestiges archéologiques. Donc, en faisant des mesures magnétiques à la surface du sol avec un appareil qui s'appelle le magnétomètre, on relève les perturbations provoquées sur le champ magnétique et, grâce à cela, on identifie les vestiges qui sont présents dans le sous-sol. Vas-y. Christophe Bénèche effectue les mesures en progressant le plus régulièrement possible, un bip lui donne le rythme, le long d'une ligne matérialisée au sol par un ruban. Tous les cinquièmes de seconde, les deux capteurs enregistrent les variations du champ magnétique terrestre. Inlassablement, Christophe quadrille ainsi la zone à prospecter. Étonnant martien au curieux équipage.
À la fin de chaque journée, les mesures effectuées par le magnétomètre sont transmises à l'ordinateur pour y être traitées. Les images obtenues sont exceptionnelles. Enfouies parfois jusqu'à 3 mètres de profondeur, la muraille et ses tours apparaissent sur l'écran comme en négatif. Et bientôt la ville elle-même, avec ses rues, là, ouais, ses quartiers, rue, ses îlots d'habitation. et on a les murs des maisons là qui apparaissent bien en blanc, parallèles à la rue. Le travail de la mission est ainsi une véritable course de relais. Le géophysicien détermine les zones à prospecter avec les archéologues. Petit à petit, ces réunions de synthèse permettent de reconstituer le puzzle. 8 chantiers archéologiques répartis sur la surface du site auront suffi pour recomposer l'ensemble de la cité. Avec ses îlots d'habitation identiques, ses rues tracées au cordeau, son plan orthogonal régulier, Apamée correspond au modèle des cités hellénistiques du Proche-Orient. Plus de 2000 ans après son déclin et juste avant son naufrage définitif, les archéologues la font ressurgir au plus intime de ce qu'elle fut. Après moins de 200 ans d'existence, Apamée connaît un brusque déclin lié aux caprices du fleuve et à la conquête de la rive gauche de l'Euphrate par l'Empire parthe. En face, sur la rive droite, sa jumelle, c'est le Zeugma, entre au contraire avec l'occupation romaine dans une période florissante. Sur la rive droite, à Séleucie-Zeugma, une autre équipe d'archéologues travaille en parallèle à celle d'Apamée. La mise en eau du barrage est de plus en plus proche et la tension est grande. Responsable du côté français de l'ensemble de la mission financée par le ministère des Affaires étrangères, Catherine Abadi-Reynal a effectué un travail de reconnaissance dès 1995. La dimension du site de Séleucie-Zeugma, 75 hectares, ne permet pas, là non plus, compte tenu de l'urgence, d'envisager une fouille exhaustive. Séleucie étant implanté sur une série de collines, l'attention des archéologues se porte en priorité sur la partie basse du site. Environ 15 hectares qui seront engloutis par le lac de retenue du barrage. Catherine Abadi-Reynal a choisi l'emplacement d'une série de sondages. À l'est, un nouveau chantier vient de s'ouvrir. L'objectif, comme sur l'ensemble du site, n'est pas d'essayer de sauver tel ou tel monument, mais de comprendre l'agencement de la ville et l'histoire de son urbanisation. Alain Desremeaux, responsable du chantier, se heurte aux mêmes difficultés que ses collègues. 316. Alors la pioche, et on voit ce qu'il y a dessous. En 1000 ans d'existence, Séleucie-Zeugma a été maintes fois remodelé. Le résultat est un millefeuille architectural empilant les différentes périodes, hellénistique, romaine, byzantine, en un véritable casse-tête. Les architectes de Zeugma, contraints par le relief à construire la ville sur une succession de terrasses, étaient confrontés à d'énormes problèmes d'érosion et de glissement de terrain provoqués par les pluies, rares mais torrentielles, qui s'abattent régulièrement sur la région. Les effets de ces catastrophes à répétition sont encore visibles aujourd'hui dès que les archéologues commencent à creuser. Normalement, il faudrait que j'enlève tout ça pour y comprendre quelque chose. Ça va être un énorme travail, si on y arrive. Le moral de l'équipe remonte brusquement
Quand au bout de quelques jours de fouilles, les archéologues découvrent ce qui pourrait devenir une des clés de l'énigme à laquelle ils sont confrontés. Enfoui au plus profond, un réseau de canalisation se révèle fort bien conservé. Toutes ces canalisations semblent organisées selon un axe commun qu'il s'agit d'explorer rapidement. En suivant un de ces conduits qu'il vient de mettre au jour, Daniel Frascon a découvert un accès à ce réseau. Voilà. C'est le passage. Tu vois, il y a un égout qui descend à l'inverse de la pente. Ah, oui. c'est étroit. Ben oui, c'est étroit, mais on passe. Hein. Il n'est pas bien large, mais bon. Vas-y, tire, Alain. Bah vas-y, c'est bon là. Donc tu prends ton temps, hein, tu précipites pas les mouvements. Voilà, là, le prochain barreau, il n'y a pas la paroi. Donc tu vas avoir le pied dans le vide, si tu veux, par rapport au barreau. Voilà, très bien. Voilà. Attention ta tête. Tu as vu la longueur? C'est incroyable. Tu as vu les parois? C'est quand même quelque chose, non? Regarde. L'immense galerie souterraine s'enfonce perpendiculairement au fleuve. Large d'environ 1,50 m pour une hauteur parfois supérieure à 3,50 m, elle est entièrement façonnée de blocs calibrés, caractéristiques de la période hellénistique. La perfection de l'ouvrage est extraordinaire. Sur le bord, à 1 mètre du sol, un trottoir de circulation permettait un nettoyage aisé de ce qui était à l'évidence un égout. La solution des urbanistes de l'Antiquité pour résoudre non seulement le problème de l'évacuation des eaux usées, mais aussi celui des pluies diluviennes qui menaçaient la ville. Et ici, tu vois, l'axe de circulation des gens qui allaient curer l'égout. Ils étaient ici, tu vois. Et puis après, ils pouvaient pousser tout ce qu'il y avait au fond de l'égout. Quand ça se bouchait à un endroit, ils pouvaient repousser un peu plus loin et puis déboucher l'égout, puisque c'était quand même vital d'avoir un égout qui fonctionne bien, quoi. Ouais. Les deux archéologues remontent l'égout sur 750 mètres. Parfaitement intact, il pourrait encore servir aujourd'hui. C'est extraordinaire de précision et les blocs sont tous calibrés. Au nom d'un chien, une voûte romaine. Ouais, une belle voûte. Très belle voûte. On voit que c'est romain au premier coup d'œil, d'abord parce que le mortier, c'est forcément romain. Il n'y en a pas avant. Avec les briques. Les briques en éventail, liées par du mortier, c'est l'invention de la voûte. Et c'est du mortier d'une solidité incroyable. Sa tenue. Il n'y a pas d'usure. De chaque côté de la galerie débouchent de nombreux caniveaux qui dessinent un réseau de canalisation serré correspondant à celui des rues, comme le reflet souterrain de la ville qu'il desservait avec une remarquable efficacité. Regarde ici. Alors celui-là, il est un peu éboulé, hein. Je t'en montrerai peut-être d'autres un peu mieux. Regarde, tu vois, un caniveau ici qui se jette dans l'égout. Magnifique. Pratiquement pas bouché. Et puis il va loin en plus. Oui, il vient de loin. Il faudrait rendre la topo pour savoir d'où il vient. Ce serait très important. C'est pas évident là-dedans, mais c'est vrai que tu vois, il se jette ici, et puis il va se jeter côté de l'Euphrate, hein, avec l'égout qui descend par là-bas. Non, il faut savoir d'où il vient. Moi, ce qui me fascine, c'est que si on arrive à avoir le plan complet du grand égout et des égouts adjacents, on aura pratiquement le plan de la ville avec les quartiers d'habitation, les villas qui envoyaient leurs eaux dans ce réseau. C'est la ville à l'envers. La découverte du réseau d'égouts permet de franchir un grand pas dans la compréhension de la ville. Un nouveau chantier est ouvert au pied du Belkis Tepe. L'angle ici,
le mur romain. À la suite du travail de l'érosion et de l'effondrement des terrains, 7 mètres d'accumulation recouvrent aujourd'hui l'ensemble du site. À chaque fois, ce sont des tonnes de sédiments qu'il faut déplacer. Ce qui surgit bientôt au milieu des gravats révèle des édifices monumentaux. Immenses colonnes de pierre, murs imposants, frontons, corniches aux frises sculptées, bousculades de chapiteaux laissent imaginer la qualité des bâtiments enfouis et la beauté de Zeugma accrochée à ces collines dominant l'Euphrate. Au-dessus du chantier, ces collines gardent aujourd'hui encore l'image fantôme de la magnificence de la ville. Ici, un temple avec ses bâtiments annexes. Là, un stade que l'on croirait imprimé sur le sol. Plus loin, l'Agora, la grande place où se réunissait probablement, colorée et fort animée, une population cosmopolite qui devait se retrouver le soir venu sur les gradins du théâtre. En amont du fleuve, des carrières de pierre où les architectes de Zeugma venaient s'approvisionner conservent sur leurs parois des petites stèles sculptées en remerciement aux dieux. Les mêmes parois révèlent à différents endroits des cartouches de textes gravés en latin par les légionnaires romains qui travaillèrent ici. Pendant 200 ans, au cours des 1er et 2e siècles de notre ère, la Légion 4 Sitica, une des 30 légions de l'Empire, fut cantonnée à Zeugma. 5000 soldats qui contribuèrent largement à la prospérité économique de la ville. Zeugma était alors suffisamment riche pour frapper sa propre monnaie, ornée de son symbole, le Belkis épée, surmontée de son sanctuaire. Ainsi devait apparaître Zeugma, florissante et bariolée, aux caravanes arrivant des confins de l'Orient. Avril 2000. La construction du barrage est achevée. Dans un mois commencera la lente montée des eaux qui s'achèvera en octobre. À Belkis, les habitants du village ont attendu le dernier moment pour quitter les lieux. Avant de partir, ils démolissent eux-mêmes leur maison pour récupérer tout ce qui peut l'être. Les villageois vont se disperser. Certains ont construit des baraques de fortune en attendant les nouveaux logements promis par l'État. D'autres vont s'entasser chez des parents. Mais la plupart des 30 000 personnes que le barrage va déplacer iront grossir les banlieues des grandes villes, le plus souvent sans argent ni formation. Pendant l'hiver, les archéologues turcs ont poursuivi malgré tout leurs travaux sur le site de Zeugma en étendant leurs recherches vers l'ouest.
Pierre le Riche, initiateur de la mission française à Zeugma, est venu retrouver l'équipe turque conduite par Hakkı Alan, directeur du musée archéologique de Gaziantep, de Mehmet Onal, responsable des fouilles, ainsi que du docteur Rifat Ergeç, un des premiers archéologues présents sur le site avec David Kennedy. Le temps se compte maintenant en jours et les archéologues ont décidé d'utiliser des engins de travaux publics mis à leur disposition par les constructeurs du barrage. La puissance de ces machines nécessite évidemment d'infinies précautions. Prudemment, les derniers centimètres sont dégagés à la pelle et à la pioche. Le résultat est au-delà de toute espérance. Les archéologues dégagent les vestiges d'un ensemble architectural impressionnant par sa taille et son état de conservation. Ces ruines sont celles d'une riche demeure romaine. 14 salles sont réparties sur 3 ailes. L'aile du centre, destinée aux pièces de réception, est légèrement surélevée. Mais les archéologues sont intrigués par un chaos de colonnes effondrées, des morceaux épars gisant les uns sur les autres. Un état des lieux est rapidement effectué avant de tenter d'en éclaircir le mystère. L'hypothèse d'un tremblement de terre est envisagée. Les archéologues se souviennent cependant des textes anciens qui racontent qu'en 252, Zeugma avait été victime d'un raid des Sassanides, une dynastie d'origine perse, principale rivale de l'Empire romain pour la reconquête de la Mésopotamie. La ville avait été alors mise à sac et incendiée. Les coupes archéologiques révèlent des indices précieux à ceux qui savent les lire. Dans cette maison, normalement, on devrait avoir des couches d'accumulation, peut-être de nettoyage, de recreusement, etc. Là, nous avons une masse indistincte et tout ceci a extrêmement chauffé. Là, c'est du bois qui s'est consumé lentement. Il est carbonisé. Là, c'est de la pierre qui est redevenue de la chaux, ici. Ensuite, vous avez une zone rouge. Ça a rougi. Ça, c'est du charbon. Et ça a permis, vous en avez partout. Vous voyez la couleur brune de tout ceci, ça vous indique qu'il y a de la cendre, il y a du charbon, il y a eu de l'incendie. Vous voyez, ici, vous avez une stratigraphie de catastrophe. Il y a quelque chose qui s'est passé, un grand écroulement, un grand incendie, et puis, bon, une accumulation qui s'est ensuite régularisée, et puis vous avez le collusionnement qui correspond à l'abandon. Raid guerrier ou tremblement de terre? Peut-être les deux. Les traces inscrites dans les parois semblent révéler la possibilité d'une coïncidence de ces deux événements dramatiques. En achevant le dégagement de ces terres éboulées, les ouvriers font une découverte qui paraît confirmer la date de la catastrophe. Des pièces de monnaie apparaissent au milieu des gravats. Frappées à l'emblème de la ville, elles présentent l'effigie de Philippe l'Arabe, qui devint empereur de Rome en 244, quelques années avant le raid des Sassanides sur Zeugma. Malgré le pillage que l'on peut imaginer, les déblais de la villa révèlent d'autres trésors, des terres cuites et des bronzes en particulier. Ainsi cette statuette de Janus, le dieu aux deux visages. Cette lampe à huile représentant le visage d'un Nubien. Ce bronze de Cupidon, le dieu de l'amour dans la mythologie romaine, l'éros grec. Ou cet Apollon, dieu de la lumière, idéal grec de la beauté.
Autant de trésors rendus à la lumière, témoins de la prospérité et du raffinement de Zeugma et de ses habitants. Étrange destin que celui de cette maison mise à sac, incendiée, ensevelie dans une gangue de boue et qui, tout juste sortie d'un oubli bimillénaire, va finir noyée au fond d'un lac artificiel. Les ouvriers ont entrepris de dégager les murs de la croûte de boue qui les recouvre et qui a miraculeusement protégé les peintures. Les décors vont de simples frises aux motifs géométriques à des représentations plus élaborées, des oiseaux par exemple, jusqu'à de splendides panneaux dont certains imitent les revêtements en marbre, à l'image de ce que l'on peut trouver à Éphèse ou à Pompéi. Au total, 250 mètres carrés de peinture murale ont été découverts sur le site de la villa. À l'air, les peintures deviennent très fragiles. Les restaurateurs, méticuleusement, les consolident avant qu'elles ne soient déposées, transportées et mises à l'abri. Catherine Abadi-Rénal, qui a découvert la villa, tente par tous les moyens d'en révéler l'histoire et les trésors. Le raffinement des peintures murales lui fait imaginer celui des mosaïques qui devaient recouvrir le sol. Elle choisit de dégager en priorité le cœur de la villa. Le nymphée, la fontaine traditionnellement située dans la cour intérieure de la maison romaine, et le triclinium, c'est-à-dire la salle à manger. Espérant ne pas s'être trompée, elle donne rapidement ses instructions. Dans le mélange de terre et de cendres qui recouvre le sol, les ouvriers trouvent à nouveau des pièces de monnaie et des clous de charpente. Oh, voilà tous les clous de la charpente qui sont en train de sortir. C'est une chance pour nous qu'il y ait eu cet incendie qui a clos définitivement le fonctionnement de la maison. Et c'est aussi une chance pour nous, quand même, qu'il n'y ait pas eu de réinstallation, en tout cas lourde, sur la maison. Donc la maison a été recouverte très rapidement par les terres qui sont descendues des collines au-dessus. Ça a scellé la maison et c'est ça qui explique le bon état de conservation et l'élévation des murs de cette maison. Le moment de la révélation arrive enfin, en commençant par les bords de la pièce. La mosaïque apparaît aussitôt d'une très grande qualité technique. L'extrême finesse de ses tesselles, dessinant de riches bordures aux figures géométriques. Mais l'équipe n'est pas au bout de ses surprises. On a un panneau apparemment. C'est très étrange. Hein. Très étrange. Très bizarre. Ah, voilà une inscription qui sort. Oh, superbe. Superbe. C'est en grec. Eikaros. Phasiphae, autre personnage mythologique.
de cette mosaïque. Ah, c'est super. Evet, o da evet. Dédalaos, le père d'Icare. Dédale, le père d'Icare. C'est une réunion de famille. Donc. Ah, c'est fantastique. Je pensais qu'elle était belle, mais à ce point-là, non. Ce qui est frappant, c'est vraiment la richesse des couleurs. Ne serait-ce que toute la gamme des verts au bleu et l'expression des personnages avec, je sais pas, le vieillard, les belles jeunes femmes. C'est extrêmement riche, vraiment. C'est magnifique. Magnifique. La découverte de cette mosaïque exceptionnelle a fait sensation dans toute la région. Et l'on se presse en particulier autour du panneau qui représente la légende de Pasiphae, à cause de sa beauté, mais aussi de sa signification. Les commentaires vont bon train. Pourquoi Dédale et Icare sont-ils représentés avec ces outils de menuisier? Et que signifie cette tête de vache à terre, touchée par la flèche de l'amour? Alerté par Catherine Abadie-Rénal, Jean-Pierre Darmon, un des meilleurs experts internationaux des mosaïques antiques, arrive sur les lieux pour effectuer un examen plus approfondi du chef-d'œuvre. Pasiphae, Icare, Dédale. C'est une des plus originales et une des plus belles que j'ai jamais vues en matière de mosaïque de cette époque-là. C'est un chef-d'œuvre absolu. On est en présence d'un très grand peintre. C'est comme si vous me demandiez qu'est-ce qui fait qu'un tableau de Véronèse, c'est magnifique. Bon, c'est tout l'art de l'évocation visuelle. C'est la tradition illusionniste de la période hellénistique. Hein. Ça donne un tableau fabuleux. La décision ne se fait pas attendre. La mosaïque doit être mise à l'abri. Il faut d'abord la consolider pour éviter qu'elle ne se brise.
Enduite d'une colle qui se diluera plus tard par la simple action de l'eau, elle est recouverte de larges bandes de gaz. La colle doit pénétrer profondément dans les interstices des tesselles. Après séchage, il faut malheureusement se résoudre à découper la mosaïque en panneaux aisément transportables. Avec des moyens limités, le chef-d'œuvre aura été sauvé in extremis du désastre. Transporté à la capitale régionale voisine, Gaziantep, vers le musée archéologique, la mosaïque est sans doute appelée à en devenir un des joyaux. Après quelques heures de restauration sommaire, Jean-Pierre Darmon peut entreprendre une première analyse. C'est une mosaïque d'une qualité extraordinaire sur le plan de la réalisation, de l'art, mais en plus d'une très grande richesse iconographique. C'est l'illustration d'un récit mythologique où Pasiphaë, reine de Crète, femme du roi Minos, tombe éperdument amoureuse d'un taureau pour obtenir de satisfaire cette passion. Pasiphaë est obligée de faire appel à l'ingéniosité de Dédale, qui est un artisan, un démiurge, qui connaît toutes les techniques, pour trouver un subterfuge. Il s'agit de construire une vache de bois dans laquelle Pasiphaë va se mettre pour recevoir la semence du taureau. Au pied de son trône, la tête de la vache de bois qui est touchée par l'amour avec sa flèche, c'est le signe même de cette passion dévorante que l'amour a inspiré à Pasiphaë. Dans son intelligence, Dédale avait prévu le résultat de cette union qui était la naissance d'un monstre. Et il a construit pour abriter le Minotaure un palais menaçant qu'on voit dans le lointain et qui est le labyrinthe. À examiner cette mosaïque très attentivement, il y a quelque chose qui frappe. C'est que, alors que les autres personnages sont nommés, il y en a un qui ne l'est pas. Quand on connaît le mythe, on sait qui est ce personnage. C'est la fille de Pasiphaë. C'est Ariane. Et Ariane, c'est celle qui va sauver Thésée en lui donnant le fil qui lui permettra de sortir vainqueur du labyrinthe après avoir tué le Minotaure. Et Ariane, c'est celle qui sera l'aimée de Dionysos. C'est donc en réalité le personnage principal de ce tableau qui est là. Et ce personnage relie ce tableau à l'iconographie et au programme iconographique de l'ensemble de la maison, où le thème de Dionysos est le thème dominant. Le second panneau de cette immense mosaïque qui recouvrait le sol du triclinium de la villa représente justement Dionysos sur son char, accompagné de la victoire. Dionysos, le dieu de la vigne, le Bacchus des Romains, mais aussi le dieu libérateur, celui qui transmet un savoir secret permettant aux initiés d'accéder à la connaissance et au salut. Commanditaire de l'œuvre, le propriétaire de la villa était sans doute un grand personnage, membre de l'élite cultivée qui prenait plaisir à ses échanges et à ses jeux érudits. Sur le chantier, grâce aux efforts des équipes françaises et turques, chaque pièce révèle un nouveau chef-d'œuvre. Un cortège de scènes mythologiques toutes liées, parfois par un détail, à la légende de Dionysos. Très élégant, regarde l'élégance du geste, donc c'est Antiope. C'est Antiope, oui. Antiope. Et Satyros. Satyros, voilà. Qui est évidemment Zeus en satire. Voilà. C'est Zeus et Antiope, quoi. Tout à fait. Avec Galatée en bas. Galatée ici, sur la frontière. Ça, délicat. Écoute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça doit être la 9e ou la 10e. Elles seront une quinzaine en fait. Les archéologues peuvent jubiler.
Au total, c'est quelques 1000 mètres carrés de mosaïques et de fresques murales qu'ils auront permis de sauver. Un trésor artistique inestimable, mais aussi une somme de connaissances de première importance pour l'histoire du Proche-Orient hellénistique et romain. Cette ville-là, miraculeusement conservée, s'inscrit déjà parmi les plus belles découvertes archéologiques de ces dernières années. Arrachée à l'oubli, elle témoignera, quand tout aura disparu, de la richesse et du raffinement de Zeugma, la Pompéi du Moyen-Orient. Durant 5 ans, une poignée d'archéologues a tenté l'impossible. Sauver ce qui pouvait l'être en si peu de temps, avec la certitude que des pans entiers d'une mémoire universelle vont disparaître à jamais sous les eaux. Une fois fermées les vannes du barrage, un lac artificiel engloutira lentement la vallée, dissoudra les peintures, dispersera les tesselles des mosaïques que la terre avait su protéger pendant près de 20 siècles. En quelques semaines, tout sera achevé. Alertés par l'exceptionnelle richesse des découvertes réalisées à Zeugma, d'autres archéologues prendront demain le relais pour étendre les fouilles aux collines demeurées hors de l'eau. Mais pourquoi aura-t-il fallu attendre ce désastre? Pour quelle raison n'a-t-on pas réagi quand s'est dessiné le projet de barrage, il y a 20 ans de cela? Car ce n'est pas le barrage lui-même qui est en cause, il constitue sans doute un progrès nécessaire. Ce qui demeurera à jamais indéfendable, c'est la destruction d'une partie du patrimoine de l'humanité. La perte irrémédiable d'un passé commun.
Au nom de quel avenir pourrait-on justifier le sacrifice de la mémoire ?